Éric Souffleux, vous êtes agriculteur en Bretagne. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Voilà, donc je suis maraîcher bio depuis 2009, installé depuis 2009 donc sur la commune de Saint-Père-en-Retz. Euh, j'ai un cursus scolaire en fait, j'ai fait un bac scientifique, après j'ai fait 3 années où j'ai passé des diplômes d'état pour être éducateur sportif en métier de la forme et en karaté. Après j'ai fait 2 années de diététique pour être diététicien. Et ensuite j'ai travaillé 3 4 années dans le monde du sport et le monde dans la formation d'éducateur sportif. Et à un moment donné, je suis devenu écologiste. En fait, vraiment, j'ai pris conscience des enjeux de notre époque et je me suis dit, enfin, je me suis reconverti dans le maraîchage bio. Donc voilà, ça c'est, on peut dire que c'est mon histoire personnelle, quoi. Voilà. Pourriez-vous nous présenter votre exploitation? Alors voilà, donc j'ai une exploitation, donc je possède 5 hectares et demi en propriété. J'ai repris une des premières exploitations des Pays de Loire dont l'exploitant bio partait en retraite. C'est Michel Baconnet, donc qui a livré pendant 25 ans des légumes en fait sur Saint-Nazaire, enfin sur le pays de Ré et Saint-Nazaire. Et puis ils avaient une grosse exploitation, enfin, ils faisaient même du gros. Et donc moi en gros, ils avaient une exploitation de 8 hectares là, autour de leur maison et de leur bâtiment. Et moi j'ai repris 5 hectares et demi en fait autour de cet îlot qui leur appartient, c'est mes voisins, hein, qui leur appartient toujours. Et donc j'ai recréé un centre d'exploitation au milieu de ces 5 hectares et demi. Et donc je les exploite depuis 2009. Donc j'ai choisi le mode de commercialisation en AMAP. J'ai été le premier en fait à mettre en place des AMAP sur Saint-Nazaire et sur le Pays de Ré. Alors depuis, il y en a eu d'autres qui l'ont fait. Ça a démarré très fort en 2009. Hein. J'ai commencé avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 140 000 euros de chiffre d'affaires, 160 000 même. Et ensuite, ça a baissé en fait progressivement jusqu'à 100 000 euros. Alors, pour plein de raisons, mais bon, on peut dire que globalement, il y a eu l'attrait du système au début, et ensuite les gens ont découvert que voilà, ils préféraient finalement revenir au marché ou aller à la Biocoop, enfin voilà. Et du coup, maintenant, je suis vraiment. Et puis il y a eu d'autres installations aussi autour de chez moi, ce qui fait que le gâteau ne s'est pas tellement agrandi, et puis les parts du gâteau étaient un peu plus petites. Du coup, j'ai dû faire face à une espèce de à une stabilisation sur un chiffre d'affaires un peu plus bas qu'initialement prévu. Mais cela dit, donc je tourne aujourd'hui à entre 80 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc pour ça, en fait, j'emploie des. Alors j'ai pas de salariés en CDI. Parce que je vais être sûr l'hiver en fait de pouvoir partir en vacances plusieurs semaines parce que c'est la seule période où je suis un peu tranquille et je trouvais compliqué en fait d'avoir des salariés en fait sur cette période-là parce qu'il fait très froid, c'est là où ils peuvent tomber plus facilement malades et où finalement il faut que j'assure au cas où ils sont pas là et donc je peux pas partir en vacances. Enfin c'est du coup en fait j'ai vraiment le choix que j'ai fait là ici c'est d'avoir des salariés en fait qui restent plusieurs mois, enfin 6 à 9 mois en fait sur la saison. Et donc j'emploie régulièrement 1 à 2 personnes en fait sur 6 à 9 mois. Et puis donc il y a des stagiaires aussi qui viennent régulièrement, plus ou moins. Et donc avec ça, j'arrive à me dégager de l'argent aussi. Hein. Je gagne correctement ma vie. Alors correctement, je suis pas un foudre du travail. Je dois travailler 35 à 40 heures de travail pour réellement produire les légumes auquel il faut ajouter du temps d'expérimentation. Alors c'est plus pour que je fasse progresser ma structure, pour que je fasse des essais, mais ça c'est la liberté qu'on a quand on est exploitant agricole et qu'on n'a pas quand on est salarié. Donc c'est sûr que ça, on peut dire que c'est du temps supplémentaire, mais c'est pas du temps sur lequel je peux me rémunérer. Et aujourd'hui, avec l'expérience, je peux dire que depuis que je suis installé, depuis 2009, en moyenne, je gagne à peu près 1 000 euros par mois. Et maintenant que j'ai remboursé la ferme, parce que j'ai remboursé la ferme, enfin j'ai emprunté presque 100 000 euros sur 5-6 ans, et j'ai remboursé cette somme sur 5-6 ans, et donc là maintenant je me retrouve sans dette en fait, ou maintenant il faut même que je reparte dans des dettes en fait pour éviter d'avoir trop de charges. Enfin, je suis obligé. C'est pas que je suis obligé. De toute façon, il faut que j'entretienne les choses. Donc, mais en tout cas, j'ai une situation financière qui est saine, avec un salaire modeste, mais au regard du temps de travail passé réellement pour produire les légumes,
qui est finalement correct, quoi. C'est-à-dire que je me rapproche en fin de compte de toute façon du SMIC horaire, et c'est déjà pas trop mal, parce qu'on sait que par comparaison avec d'autres, que c'est ce qu'on cherche tous à atteindre, et puis quand on le dépasse, c'est qu'on est déjà très bon, et qu'on fait pas trop de choses expérimentales, quoi. Et c'est vrai que moi je suis dans l'expérimental, donc je vais forcément par moment passer un peu plus de temps. Mais globalement, j'ai une qualité de vie. Alors forcément, comme beaucoup de maraîchers, je vais bosser beaucoup au printemps et puis pendant l'été, en période de jours longs, quoi, quand il faut mettre en place le jardin. Et puis après, dès que les jours raccourcissent, j'ai davantage de temps pour du bricolage, pour des vacances. Et donc il y a 6 mois de l'année intense, et il y a 6 mois de l'année beaucoup plus cool, quoi. Voilà, pour présenter la ferme, voilà, et puis donc je sais pas trop. Ouais, après, il faudrait poser des questions peut-être, mais non, je pense que ouais, je vais m'arrêter là pour l'exploitation. Enfin, si, et puis l'exploitation, donc ma grande particularité, c'est que j'ai un système mixte entre les tracteurs et le cheval. Alors pourquoi les tracteurs? C'est parce que j'ai appris le maraîchage mécanisé chez des maraîchers qui travaillent au tracteur dans la région nantaise, des maraîchers bio. Donc je me suis appuyé sur mon installation sur cette expérience. Et donc ça m'a permis en fait de bien gérer en fait toute la partie production, vente, et puis enfin tout ce qui tourne autour d'une ferme hors traction animale en fait. Et donc l'autre partie qui moi m'intéressait, c'est ça qui est vraiment mon grand moteur aujourd'hui, c'est effectivement de réintégrer les chevaux dans une exploitation. Alors je pense que voilà, je cultive 4 hectares de légumes à peu près sur les 7 hectares, parce que j'ai 5 hectares et demi en propriété, et j'en ai 1 hectare et demi en location. Et donc je cultive à peu près 4 hectares de légumes, et puis j'ai 3 hectares pour les chevaux, et puis les allées, enfin le matériel, quoi. Et sur 4 hectares, en fait, on peut dire que j'arrive à faire au moins 50% du travail du sol avec le cheval, et l'autre partie, c'est la mécanisation. Et c'est la mécanisation qui aujourd'hui est indispensable, parce que j'ai pas des salariés qui sont compétents pour travailler avec les chevaux. Et finalement, et puis par moment, je suis pris par le temps, et c'est vrai que la mécanisation, effectivement, surtout au printemps, bon, ça donne une bonne aide en fait. Mais en fait, on va dire que les tracteurs servent 3 mois dans l'année, enfin, d'une façon intensive, et puis après, c'est pratiquement que les chevaux en fait. Voilà. Et alors ça m'a permis en même temps, quelque part, de minimiser l'investissement dans la mécanisation, dans les tracteurs. Mais par contre, j'ai mis lourd aussi dans les chevaux, hein. J'ai investi autant, on va dire, dans les tracteurs que dans les chevaux. Mais aujourd'hui, les chevaux m'ont rien coûté, quoi, quelque part. Et je trouve que c'est vraiment gagnant, quoi. En tout cas, on pourrait penser qu'avec les chevaux, je pars avec un handicap, et puis comparé à d'autres maraîchers bio, je m'en sors plutôt bien. Donc ça montre que finalement, c'est pas un mauvais choix, que c'est pas un choix moyenâgeux, et que c'est plutôt quelque chose de moderne, en fait. Quelle est la genèse de votre projet? Alors voilà, mon projet a démarré comment dire, lors de ma prise de conscience en fait des enjeux climatiques et énergétiques en 2002, avec la lecture du livre de Jean-Marc Jancovici, L'avenir climatique. Et c'est le premier livre que j'ai eu entre les mains, qui expliquait vraiment avec des chiffres, avec des graphiques, qui expliquait avec passion finalement les enjeux auxquels on devait faire face. Et en lisant ce livre, donc c'était en 2002, hein, et j'avais 23 ans ou 24 ans, je me suis dit, mais avec un tel livre, tout le monde doit changer, quoi. Et je me suis dit, la société va changer. Donc en fait, je me suis dit, y a pas de problème, faut foncer, quoi. Faut y aller. Tout le monde va le faire, quoi. Donc il faut le faire. Alors c'est vrai qu'avec le recul, je me dis aujourd'hui, j'ai avancé tout seul pendant 10-15 ans, et puis on est peu à avoir fait ce chemin-là, et finalement la société a malheureusement pas bougé. Mais à l'époque, en fait, j'étais vraiment parti dans cette logique, dans ce dynamisme, en fait, dans ce côté positif, de se dire, voilà, on n'a pas le choix, quoi. Il faut le faire. En gros, les enjeux de l'époque, en 2002, c'était, il fallait pour limiter le réchauffement climatique à quelque chose d'acceptable, limiter la consommation de personnes en fait par an à l'équivalent de 4 barils de pétrole, quoi. Et aujourd'hui en France on était à 4 fois plus en gros. Et donc en fait en gros c'était divisé par 4 notre consommation d'énergie. Donc c'est vrai qu'il fallait vraiment taper sur tous les facteurs de dépenses énergétiques, du transport au logement en passant par l'alimentation. Et là on était encore dans l'idée qu'il fallait changer de gré, quoi, en fait. Et moi maintenant, alors c'est en 2004-2005, donc quelques années après le livre de Jean-Marc
Jean-Marc Jancovici en 2002, que j'ai découvert une bande dessinée en fait. C'est un ami du karaté en fait, hein, parce que j'étais professeur de karaté, qui m'a parlé d'une bande dessinée qu'il avait connue en fait étant jeune. Et cette bande dessinée, bah, c'est la bande dessinée que je vous montre là ici. C'est une bande dessinée qui a été écrite par Auclair, Claude Auclair. Donc c'est les aventures de Simon du Fleuve. Il y a 9 tomes, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires de cette BD. Enfin, il n'y a pas beaucoup de tomes, enfin de numéros. Et ce que je vais vous montrer là, c'est ce qui m'a le plus marqué dans cette BD. Donc c'est la première, c'est le Clan des Centaures. Et donc en gros, bon, on voit que c'est assez réaliste comme dessin et ça montre en fait un monde post-industriel, quoi. C'est-à-dire après l'effondrement de notre civilisation, en quelque sorte, faute de carburant. En gros, l'auteur s'est imaginé le monde qu'il pouvait y avoir. Et donc il y a, là, on voit là sur ces planches-là, c'est des planches en noir et blanc parce qu'en fait, ça raconte en gros un ancien qui raconte un petit peu comment s'est passé l'effondrement. Donc on voit des combats en fait, on voit voilà l'effondrement qui passe par forcément la guerre. Et puis moi j'ai été profondément marqué par cette planche là ici, où on voit en fait des hommes hirsutes là, barbus, tirer à la main des outils destinés aux chevaux. Et ça m'a profondément marqué. Je me suis aperçu en fait que effectivement aujourd'hui entre la charrue 9 corps aujourd'hui et la bêche, eh bien aujourd'hui il n'y avait aucun intermédiaire. À part la traction animale, mais que la traction animale avait disparu. Dans nos campagnes, il n'y a plus de traction animale. Et plus grave encore, entre la faucille et la moissonneuse-batteuse, on a zéro intermédiaire, il n'y en a plus. Hein. Des moissonneuses-lieuses, il n'y en a quasiment plus. Enfin, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc en fait, il y a toute la chaîne de moisson et de battage des céréales qui est entièrement mécanisée, qui est entièrement dépendante du pétrole. Et donc ma grosse interrogation, ou plutôt ma grande peur, enfin c'est mon moteur initial, c'est de se dire que s'il y a une rupture du flux de pétrole, donc c'est pas forcément à la dernière goutte du pétrole, hein, la dernière goutte du pétrole, il y en aura dans 10 000 ans du pétrole, mais enfin très très peu, mais bien avant la disparition du pétrole, il y aura une rupture du flux pour des raisons géopolitiques, géostratégiques. On les devine aujourd'hui, ça peut être le Qatar qui déconne avec la chaîne Al Jazeera et puis qui met en colère ses voisins arabes, ça peut être l'Iran qui se chauffe avec l'Irak, ça peut être, enfin voilà, et c'est quelque chose d'ordre géopolitique, c'est-à-dire que bien avant la fin des réserves structurelles, en fait, il y aura des problèmes humains en fait autour du pétrole. Et donc le gros risque qui pèse sur notre civilisation occidentale d'une façon générale, c'est la rupture du flux de pétrole. Si cette rupture de flux dépasse les 3 ou 4 mois, et que donc ça atteint directement notre outil de production agricole, on peut se retrouver 3 à 6 mois plus tard avec une famine générale. Et moi je me suis dit, j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, bah non, il faut un intermédiaire, il faut remettre des chevaux dans les champs, parce que sinon on sera obligé tous de travailler à la main. Et moi, je pense que si on doit tous retravailler à la main, eh bien, c'est vraiment le retour au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, la traction animale, telle que je le défends, c'est une sorte d'assurance pour ne pas retourner au Moyen-Âge, pour ne pas retourner à la préhistoire. Parce que c'est le grand risque qui pèse sur nos sociétés aujourd'hui. On a fait en sorte que les paysans soient de moins en moins nombreux, donc il y a déjà moins de gens qui sont au courant de comment poussent les plantes qu'on mange. Et on les a mis, alors pour qu'il y ait moins de peine, hein, c'est vrai que c'était louable de mettre de la mécanisation dans les champs, mais aujourd'hui on est à une dépendance excessive au seul pétrole. Et il n'y a aucune autre énergie qui va remplacer rapidement le pétrole. Les tracteurs électriques, ça demande beaucoup trop de lithium, enfin de métaux rares pour que ce soit démocratisable rapidement. L'huile de colza, les oléagineux, on en a beaucoup besoin pour l'alimentation humaine, on ne pourra pas en produire beaucoup plus pour mettre dans les tracteurs. Et en plus, les tracteurs d'aujourd'hui sont peu résilients à ce genre de liquide. Donc en fait, le jour où il y a une rupture du flux de pétrole, on n'a pas de plan B, quoi. Il n'y aura pas de plan B automatique. Et sur le long terme, moi je pense que c'est la traction animale qui doit être l'énergie d'avenir, parce que c'est une énergie parfaitement locale. Et que l'avenir, c'est de s'adapter à ce que la nature produit localement. Et on a de la chance en Europe, on a des terres qui sont fertiles, qui sont régulièrement arrosées malgré les changements climatiques. Donc on devrait être les pionniers, on devrait vraiment mettre le paquet aujourd'hui sur l'attraction animale.
pour que après d'autres nous suivent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, j'ai le sentiment quand même qu'en plus, il y a une bonne partie du monde, entre guillemets, du Sud, enfin des pays du Sud, dits sous-développés, qui dépendent aussi massivement en fait, de ce que nous, on produit en surplus grâce à la mécanisation, grâce aux grands engrais chimiques. Et si on imagine que ça s'arrête, les ennuis, c'est pas que la famine chez nous, c'est la famine dans le monde, quoi. Donc voilà, donc la genèse du projet, c'est ça, c'est, on va dire que voilà, enfin, mon installation avec ma volonté de travailler avec les chevaux, c'est plus de l'autodéfense intellectuelle par rapport à une société qui pour moi ne prend pas en compte les enjeux majeurs en fait auxquels elle doit faire face. Donc ensuite, bah, je me suis pris en main. Voilà. J'ai appelé la ferme des colibris, parce qu'en référence avec la fable du colibri où je fais ma part. Mais je dirais que je me suis tout simplement pris en main. Et je me suis pris en main dans le sens où j'espère aussi faire partie des survivants, parce que il y a une part de moi qui pense qu'effectivement l'effondrement est inévitable et que pour faire partie des survivants, bah, il faudra peut-être bah, avoir cette culture d'attraction animale, avoir cette culture du vivre local, du, euh, de s'adapter en fait à ce qui est produit localement, quoi. Parce que sans les transports et sans le pétrole, bah, il y a vraiment le monde va vraiment changer, quoi. Donc voilà pour la genèse du projet. Donc, quelles sont les activités que vous menez euh, pour alimenter cette vision? Alors voilà, donc je me suis installé en 2009 donc sur un système qui était adapté à la mécanisation. J'ai commencé par acheter des vieux tracteurs, sans je voulais pas mettre très cher parce que je savais que j'allais pas compter que sur les tracteurs, donc du coup j'ai fait le choix d'acheter des vieux coucous quoi, enfin en même temps des tracteurs qui sont très solides au final parce qu'ils savent pas faire aussi solide aujourd'hui. Enfin c'est ce que l'expérience le montre en tout cas. Et, euh, et donc la première des choses, ça a été d'acheter des chevaux en fait très vite. Donc je me suis installé en 2009 et donc en janvier 2009 et au mois d'août 2009, les deux premiers chevaux sont arrivés sur la ferme. Alors des chevaux non dressés, donc des chevaux qui avaient 3 ans, donc qui n'étaient pas en âge de travailler. Mais en même temps, bah, je savais que de toute façon, pendant 2-3 ans, j'allais tourner avec les tracteurs pour être sûr de payer la banque, pour être sûr de faire face à mes besoins de production pour les paniers. Et l'idée, de toute façon, ça a été de bien maîtriser en fait, toute la chaîne de production des légumes, d'assurer une rentabilité avec ce que je savais faire, et puis d'inscrire les chevaux au fur et à mesure. Alors évidemment, ce que j'ai mis en place dès le départ, c'est que j'ai choisi, même avec le tracteur, de laisser la place dans un système au tracteur où il y aurait la traction animale. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler en planche de 1,40 m avec le cultirato d'une façon systématique, comme beaucoup de maraîchers font, enfin, où on fait à l'époque, bah moi j'ai choisi de travailler beaucoup sur des lignes de légumes en fait, semées avec un écart de 65 à 70 cm. C'est-à-dire que c'était compatible aussi bien avec le tracteur en binant de rang que avec le cheval. Ça prenait un peu plus de place que, en gros, les cultures densifiées sur des planches formées cultirato, mais ça permettait la transition à la traction animale. Donc la première année, bah, en gros, voilà, en 2009, bah, on a passé beaucoup de temps dans les clôtures, voilà, parce qu'il n'y en avait pas, il n'y a rien qui était fait pour les accueillir. On a passé du temps tout simplement à aller vers les animaux, à les approcher, à établir la confiance, à établir le lien avec l'animal. Et puis la deuxième année, bah, on a commencé à leur faire tirer des pneus, à leur faire tirer les premières bineuses, mais après implantation des légumes, parce que les chevaux n'allaient pas droit. Enfin, j'avais pas forcément compris comment bien utiliser aussi les outils de Promata, avec lesquels bah, je comptais travailler, et puis avec lesquels je travaille aujourd'hui. En fait, il fallait comprendre le cheval, et puis il fallait aussi comprendre les outils. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait des stagiaires qui venaient sur la ferme, et puis qui me permettaient d'avoir du temps de travail disponible, entre guillemets, gratuitement, bah, j'en profitais pour progresser sur le volet transition traction animale. Quand j'avais des stagiaires qui connaissaient un peu les chevaux, bah, j'allais derrière les outils pour comprendre comment les outils fonctionnaient, et quand c'était des stagiaires qui ne connaissaient pas les chevaux, bah, je menais le cheval par sécurité, et puis j'assistais mon stagiaire pour les outils. Donc je faisais travailler le cheval, et puis les outils étaient travaillés par les stagiaires, mais c'est vrai que il m'a fallu du temps, il m'a fallu à peu près 3 années pour bien maîtriser en fait le cheval et les outils. Et c'est seulement d'ailleurs, oui, en troisième, enfin c'est seulement en 2012, donc ouais, c'est 3 ans après
que j'ai commencé à opérer seul dans les champs. Et là, ça a fait toute la différence. C'est-à-dire que je pouvais aller chercher le cheval seul, l'atteler, partir au champ seul avec l'outil, faire le travail, revenir seul, sans assistance. Et là, ça a été une vraie révolution. C'est là que j'ai vraiment commencé à en faire de plus en plus, quoi. Donc l'idée en fait ça a été d'introduire le travail des chevaux après implantation des légumes, hein, on va dire les 2-3 premières années, et ensuite de chercher le plus possible avant implantation des légumes. Et là aujourd'hui je pense que je suis arrivé à mes propres limites, c'est des limites de temps de travail, parce que je pense qu'un maraîcher déjà quand il travaille 1 hectare, enfin même au tracteur, c'est tout ce qu'il peut faire tout seul. Donc là sur 4 hectares en fait, quand j'arrive à travailler avant implantation des légumes, 2 hectares avec les chevaux, je suis très content. Mais il y a forcément 2 autres hectares qui sont finalement travaillés au tracteur. Mais c'est pas forcément gênant parce que ça me permet aussi au tracteur d'essayer de nouvelles techniques agronomiques, d'essayer d'adapter des pratiques agronomiques qu'on fait au tracteur, de les adapter au cheval, ce qui n'existait pas autrefois. Donc il y a tout un volet recherche, transition, traction mécanisée et traction animale. Donc ça c'est très intéressant. Et puis une étape aussi a été franchie avec l'achat d'un autre cheval. Parce que sur les 2 chevaux initiaux, il faut savoir quand même qu'il y a un cheval que j'ai parfaitement dressé, puis un autre que j'ai jamais pu approcher. Donc là aussi, se pose la question quand on démarre un tel projet, en fait, que si on n'a pas l'expérience, on peut ne pas arriver à réaliser quelque chose. Donc là, donc je l'ai vendu ce cheval et j'ai racheté un autre cheval, une jument là qui était un petit peu dressée déjà. Donc là, ça a été plus facile de la mettre au travail en traction animale. Et là, j'ai pu commencer à atteler les chevaux aussi en paire. Et en paire, alors je peux vous dire une paire de chevaux Fjord, hein, donc c'est des chevaux qui font 1,50 m au garrot, donc c'est pas des chevaux lourds, c'est des chevaux qui sont demi-lourds, enfin c'est des demi-traits, hein, et c'est des chevaux en fait qui pèsent, aujourd'hui là ils font entre 650 et 700 kg quasiment, et c'est des chevaux qui réunis en paire tirent des griffes, enfin tirent des largeurs en fait de griffes qui sont équivalentes à un tracteur de 30 chevaux quand même. Et ça, je peux le comparer parce que sur la ferme, j'ai un tracteur de 35 chevaux et j'en ai plusieurs de 46 chevaux. Et donc là, je vois très bien voilà, le travail et aussi même les limites des tracteurs, quoi, hein. Je vois bien la limite d'un tracteur à 46 chevaux, ce que ça peut tirer, et sans s'enfoncer dans le sol, sans patiner. Et je vois les chevaux, ce qu'ils sont capables de faire. Et donc c'est vrai donc là, j'ai une paire de chevaux qui est opérationnelle sur la ferme et ça fait l'équivalent d'un tracteur de 30 chevaux. Et donc là, c'est vrai que quand je travaille avec une paire, oui, on peut envisager de travailler 2 hectares, voire 3 hectares en traction animale sans aucun souci. Mais il a fallu du temps pour mettre en place ça, quoi. Sachant que j'avais pas été formé à ça, hein, j'ai une formation en menage d'attelage par mon père, étant jeune, quoi, plutôt en loisir. Mais en fait, compte, la partie travail au champ, il a fallu tout réapprendre parce qu'il y a personne qui allait savoir. Puis en plus, je suis parti sur les logiques de Promata, donc c'est des logiques. Donc Promata, c'est une association en Ariège qui fabrique en fait du matériel moderne en traction animale. Et alors moderne, c'est parce qu'il a été développé par Jean Noll, c'est un ingénieur des années 50-70 en fait, qui a développé beaucoup d'outils en fait pour les pays en voie de développement, mais des outils en traction animale. Et on s'est beaucoup, Promata s'est beaucoup basé sur ces travaux-là pour finalement fournir chez nous des porte-outils qui sont pas très chers, qui sont efficaces. Et aujourd'hui, on a la Cassine qui marche très très bien. Et moi, je suis un grand défenseur du Polynol, le Polynol première version, qui était presque une copie du Tropiculteur, qui n'a pas été développé suffisamment, mais bon, ici, moi, j'en ai fait un outil de base presque fondamental, quoi. Et je pense que c'est un outil qui mérite vraiment beaucoup de développement. Enfin bon, après ça, c'est vraiment c'est plutôt une soupe interne à Promata. Donc voilà ce que j'ai mis en place sur la ferme. Pour le moment, j'ai simplement mis en place, on va dire, la partie travail du sol. Voilà. Et la partie binage. Binage, c'est parfaitement réalisé, quoi. Maintenant, là, je commence à essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire que ma volonté, c'est d'aller amener les légumes quelque part sur un marché ou sur une AMAP avec le cheval. Donc là, c'est ce que je suis en train d'essayer de concrétiser, quoi, avec une logique de transport en fait en traction animale. Alors, j'ai commencé déjà à aller chercher ma fille à l'école de temps en temps avant les vacances scolaires pour voir un peu le temps qu'on mettait pour faire 8 km. Et puis effectivement, j'ai fait des calculs en fait qui ont montré que sur des distances de moins de 10 km,
aujourd'hui, la traction animale, ça coûte aussi cher, ou pas moins cher en tout cas, qu'un véhicule en fait, pour amener des légumes, un véhicule thermique ou même un véhicule électrique. Ce qui veut dire que la traction animale, on pourrait penser que c'est un mode de transport du passé, mais sur des distances de moins de 10 km, ça a un coût qui est équivalent aux moteurs thermiques ou aux moteurs électriques, aux voitures électriques d'aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire que la traction animale, enfin en tout cas le transport en traction animale, ne doit pas avoir une image passéiste. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas du tout dans ma tête il y a quelques années. Et c'est un peu pour ça là qu'on fait l'interview. C'est pour essayer de transmettre cette idée que les chevaux, sur des distances courtes, peuvent redevenir et doivent redevenir en fait un mode de transport favorisé en fait. Parce que c'est une énergie locale, et puis parce que aussi les chevaux sont très riches de plusieurs choses. Ils vont être très riches, bon, par le transport qu'ils vont faire sans CO2. Ils vont être très riches aussi parce que on va pouvoir produire du compost, et que le compost c'est quand même l'activateur, le régénérateur un petit peu au niveau des sols. Et puis aussi ils vont générer du lien social qui manque dans la société. La société est en train de s'atomiser et donc le cheval en tant qu'énergie locale, en tant que capteur d'émotions aussi, va pouvoir permettre de recréer du lien avec les gens. Donc il faut remettre des chevaux en fait dans les transports et aussi dans les champs. Mais ça, on va pouvoir voir dans la cinquième partie. Voilà. Alors, quelle est l'ambition qui sous-tend toutes ces activités et ces projets? Ouais, alors on peut dire que les premières années ont plutôt été portées par une volonté de résilience, une volonté comment dire, d'échapper soit aux problèmes que j'imagine, notamment aux problèmes de risque de famine générale, aux problèmes de risque d'effondrement systémique. Et aujourd'hui, je suis plus à me dire maintenant il faut sortir ces idées-là de ma ferme, de mon seul entre-soi en fait, entre moi, et d'essayer de générer en fait une ambition collective. Et cette ambition collective, surtout j'en ai vraiment conscience parce qu'il y a une énorme inertie en fait pour remettre des chevaux dans la ferme France. Si aujourd'hui en fait on décidait de remettre 2 millions de chevaux dans la ferme France, aujourd'hui, ce qu'il faut voir c'est qu'un cheval, quand on décide de reproduire des chevaux, et en plus des chevaux de trait ou des chevaux demi-trait, donc c'est pas du tout la majorité des chevaux, hein, il y a quand même très très peu de naissances de chevaux de trait aujourd'hui. Et bien en fait, il faut 7 années pour avoir de la naissance, enfin même de la gestation jusqu'au fait d'avoir un cheval opérationnel dans les champs, il faut 7 années. Hein, c'est-à-dire que l'âge d'un cheval par rapport à l'humain, c'est l'âge du cheval x 3. Donc si on admet qu'on peut commencer à faire travailler des adultes à partir de l'adolescence, eh bien, ça veut dire qu'on peut commencer à faire travailler des adultes en fait, à partir de 15 ans et donc des chevaux à partir de 5 ans. Voilà. Et effectivement, la croissance des chevaux se termine à peu près vers 5 ans, hein, elle se poursuit encore un peu vers 6-7 ans, mais en gros, on peut commencer à faire travailler des chevaux avec des charges lourdes à partir de 5 ans, et puis ils deviennent bien dans leur tête avec la répétition du travail, et donc on a des chevaux très opérationnels à partir de 7-8 ans. Et c'est pareil, pour les faire reproduire, il faudra attendre la 3e ou la 4e année. Donc en décidant maintenant, politiquement, collectivement, de multiplier le cheptel français d'animaux de trait pour le transport et puis pour les travaux dans les champs, eh bien on peut tout de suite presque calculer qu'il va falloir quelque chose comme 25-30 ans pour qu'on ait 1 million, enfin 2 millions, je n'ai pas fait de calculer précisément, mais pour qu'on ait assez de chevaux en tout cas, pour au moins se dire, on a cette espèce d'assurance en fait pour ne pas retourner au Moyen-Âge, pour se dire, si le flux de pétrole s'arrête, on a quand même des chevaux, on a quand même des gens qui ont le savoir, et donc il y a une inertie d'une génération au moins, voire deux, et donc c'est un projet de longue haleine qu'il faut inscrire dans le temps,
parce qu'on peut pas dire aux gens maintenant, bah allez-y, faites reproduire les chevaux, ou alors former des maréchaux ferrants, former des bourreliers, et puis qu'en fin de compte, dans 5 ans, parce qu'il y aura des changements de politique, on arrête tout et que tous ces gens-là qui sont formés pour ça se mettent au chômage. Donc là, il faut vraiment une volonté politique pour assurer en fait une transition qui permette économiquement à beaucoup de gens de vivre. Et donc là, je dirais l'ambition qui peut y avoir aujourd'hui, en tout cas chez moi, et puis ce qui justifie cette interview, c'est de dire que il faut vraiment que les gens remettent dans leur imaginaire le monde du cheval, dans les champs, dans les transports, autour d'eux, dans le plus d'usage possible, parce que c'est clairement une des grandes clés en fait pour faire face à la transition énergétique qui s'impose à nous. Voilà. Alors c'est vrai qu'elle va s'imposer de force à un moment donné, et puis là il serait temps de choisir de gré. En plus, pour des raisons de climat, il faut qu'on arrête, il faut qu'on laisse théoriquement 90% des énergies fossiles dans le sol. Donc là, il n'y a même plus de questions à se poser, il faut le faire, quoi. Maintenant, il n'y a pas de volonté politique. Et pourquoi il n'y a pas de volonté politique? Parce qu'on pense aussi que toutes les solutions vont venir par la technologie, le high-tech. Et finalement, la traction animale, c'est le low-tech. C'est l'âge de l'acier, quoi. C'est-à-dire que les outils qu'on met derrière un cheval, c'est pas du carbone, c'est pas de l'électronique, c'est des matériaux de base, et c'est ça qui sera le plus abondant dans l'avenir. Et puis il faut quand même moins d'énergie pour fondre de l'acier que de l'aluminium ou de faire du carbone. Donc c'est ces matériaux-là qu'on utilisera demain, mais faut-il avoir les compétences humaines pour s'en servir? Et si aujourd'hui on ne forme que des ingénieurs pour faire des matériaux composites ou pour faire de l'électronique, eh bien on aura plus d'ingénieurs ou plus de gens qui savent faire en fait de l'acier, du cuir, le travail du cuir, et on peut tout à fait mettre du high-tech un petit peu dans la traction animale, hein, remettre du design. Je prône pas le retour à la vie Amish qui renonce à plein de progrès. C'est-à-dire que, par exemple, les Amish c'est la seule population, une population de 300 000 habitants, qui tourne qu'avec les chevaux, qui refuse les progrès des moteurs. Mais au sein même de la traction animale, ils ont des codes, en fait. Enfin, je veux dire, ils font très peu de progrès. Ils ont les mêmes buggy depuis 60 ans, alors qu'en fait, on pourrait tout à fait imaginer, disons, de l'imaginaire, c'est-à-dire avoir des buggy qui aient des formes diverses et variées, mettre un peu de fantaisie là-dedans, et puis même de l'efficacité, quoi. Il y a vraiment de l'imaginaire de possible, quoi. C'est pas un monde fermé, quoi. C'est pas les Amish, justement. On peut aller beaucoup plus loin qu'eux, mais il faut clairement que les gens se disent que le cheval, c'est quelque chose de moderne. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, hein, il faut voir que les moteurs thermiques ou les moteurs électriques, enfin le moteur batterie et système électrique, sur des distances courtes, hein, de l'ordre de 10 km, sont aussi coûteux que d'utiliser le cheval. Et effectivement, en comptant le fait, évidemment, qu'on va passer plus de temps sur le cheval, parce que le cheval va moins aller vite. Mais tout le temps que passent les gens en fait à travailler pour produire des voitures, même s'il y a des machines et tout ça, mais ça reste, une voiture, ou un véhicule de transport reste beaucoup plus coûteux qu'un simple plateau sans moteur ou juste avec des freins et puis un cheval. Puis le cheval, il se reproduit. Enfin, on est vraiment sur une énergie locale et parfaitement renouvelable. Mais il faut transformer en fait dans l'esprit des gens le fait que le cheval, c'est pas forcément passéiste, que c'est au contraire une énergie d'avenir vraiment. Et on est sur des enjeux qui sont tels, parce que moi j'entends, le pic du pétrole conventionnel est dépassé depuis 2006. Alors là, théoriquement, on devrait commencer à affronter la décroissance de la production pétrolière. On ne l'affronte pas encore parce que finalement, on trouve le moyen de trouver du pétrole non conventionnel, mais au prix d'une énorme dépense d'énergie, au prix de beaucoup de CO2. Enfin, on est vraiment en train de détraquer le climat actuellement. Mais il y a un moment où la décroissance va s'imposer et puis va générer des problèmes géopolitiques, géostratégiques à beaucoup de populations. Et effectivement, moi je pense qu'aujourd'hui, la traction animale, ça doit être, ce sera la seule chose sur laquelle on va compter en dehors du travail de nos mains. Et il faut bien se dire que si on revient au travail de la main, à la main, moi ce que je pense, c'est qu'on va perdre absolument tout de notre civilisation. Et je suis attaché au progrès de civilisation. Je suis attaché à la santé, je suis attaché à la sécurité, je suis attaché à l'école, à l'éducation. Le gros risque, c'est qu'en n'anticipant pas la rupture du flux de pétrole et ses conséquences, qu'on soit tous obligés de revenir au travail à la main dans les champs.
que ce soit la faucille pour les moissons, que ce soit la bêche pour ensemencer, et puis bon, ben, on est beaucoup trop, enfin on est beaucoup trop sur Terre pour affronter ça en fait, soit de traction animale, quoi. Voilà. Donc derrière, voilà, il y a une ambition en fait voilà, enfin mon expérience isolée ici, hein, et bon, je suis pas seul vraiment, hein, mais on est très peu en France à le faire, doit atteindre le plus grand nombre, et surtout les niveaux de sphère politique, des décideurs, même des industriels, qui doivent enfin, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, on a la technologie, on a l'argent pour, entre guillemets, faire du loisir. Et aujourd'hui, on gaspille, enfin, on gaspille littéralement cet argent, cette énergie, en fait, dans des choses futiles, enfin, de non-préparation de l'avenir. Et on devrait consacrer au moins une partie de ce surplus, en fait, à préparer le monde de demain, qui ne sera pas 100% pétrole, quoi. Merci beaucoup, Éric Souffle. Merci beaucoup, François.